Tchernobyl, la nuit sans fin. Dans la nuit du 25 avril 1986, dans un endroit du nord de l'Ukraine, une nuit ordinaire s'est écoulée en silence, comme toutes les autres. Pourtant, au même instant, un événement commençait sans être remarqué, un événement qui allait changer complètement le cours de l'histoire humaine. Soudain, un grondement assourdissant déchira le ciel et brisa le calme de la nuit. Et ce n'était pas l'artillerie de la guerre, mais une explosion née de l'erreur humaine et de l'arrogance. Après l'instant où les flammes et la fumée noire s'élèvent, accompagnés d'un nuage radioactif portant une mort invisible, le monde ne put jamais revenir à ce qu'il était. Pripyat était une ville planifiée, construite en 1970 sur une plaine désolée où il n'y avait rien auparavant. Édifiée pour les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl et leurs familles, la ville était un symbole de la modernité dont l'Union soviétique était fière. Ses rues tracées avec ordre, ses immeubles bleus et blancs et son organisation urbaine méthodique semblaient donner corps à l'idéal socialiste. La ville comptait des écoles et des hôpitaux, des théâtres et des parcs, une piscine et des salles de sport, et les habitants croyaient qu'elle resterait sûre et stable pendant longtemps. Dans les rues de Pripyat, on voyait chaque jour des enfants faire du vélo et des familles se promener, et de jeunes parents, dans une vie stable, attendaient naturellement un avenir lumineux. Aux abords de la ville, un parc d'attractions se préparait, avec une grande roue dominant de vastes prairies, et des manèges colores s'installent en attendant l'ouverture. Dire que l'âge moyen était de 26 ans montrait, de manière symbolique, combien la ville était jeune, vive et pleine d'espoir. Personne n'aurait pu imaginer, même en rêve, que la ville deviendrait bientôt une ville fantôme. La centrale nucléaire de Tchernobyl était une installation immense, symbole de l'industrie nucléaire soviétique. On croyait qu'on y produisait une énergie bon marche, propre et presque inépuisable, et on l'appelait le carburant du futur. L'électricité produite par la centrale était fournie aux foyers, aux écoles, aux hôpitaux et aux sites industriels des villes et villages voisins, comme un grand cœur faisant battre toute la région. Pourtant, en même temps, il existait aussi cette vérité. Si elle était mal gérée, l'énergie nucléaire portait des dangers qui dépassaient l'imagination ordinaire. À la centrale de Tchernobyl, plusieurs réacteurs RBMK de même conception avaient été installés. À l'époque, 4 unités étaient en service, et les 2 autres étaient encore en construction même quand l'accident se produisit. Ce vaste complexe semblait être un symbole de la puissance technologique et de la fierté nationale de l'industrie nucléaire soviétique, et la région alentour dépendait de son électricité pour fonctionner. Plus un système est grand et complexe, plus une petite faille peut tout ébranler, et Tchernobyl portait justement une telle vulnérabilité. Cette faiblesse grandissait en silence, hors de vue, comme un risque qui, un jour, exigerait son prix. Les réacteurs RBMK installés à Tchernobyl avaient de graves défauts de conception, et notamment le fait de devenir plus instables lorsque la puissance baissait, augmentait le risque d'accidents dans des conditions dangereuses. De plus, le graphite utilisé dans le réacteur avait la propriété d'amplifier fortement la réaction nucléaire, si bien que, lorsque le contrôle vacillait, la réaction pouvait s'emballer bien plus violemment que prévu. Le problème le plus fatal était qu'en cas d'accident, il n'y avait pas de structure de confinement pleinement adéquate pour retenir complètement la radioactivité. Ces défauts restèrent des dangers latents, non révélés au public, fragilisant de l'intérieur un système qui semblait solide. Avant même l'accident, des techniciens et des ingénieurs du site avaient signalé à de nombreuses reprises les dangers du réacteur, et des inquiétudes furent souvent exprimées, surtout au sujet de l'instabilité à faible puissance et de comportements dangereux dans certaines conditions. Mais les responsables et les autorités ne prirent pas ces avertissements au sérieux, et les objectifs de production ainsi que la pression politique passèrent avant la sécurité, tandis que les mots « il n'y a pas de problème » étaient plus facilement acceptés. Ainsi, la centrale de Tchernobyl continua de fonctionner, et la ville de Pripyat poursuivit son expansion dans la prospérité. Les graines du désastre grandissaient clairement, mais personne ne tenta de les arrêter, et personne ne crut même qu'on pouvait les arrêter. Dans la nuit du 25 avril 1986, un essai était prévu sur le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl pour vérifier des systèmes de sécurité, afin de mesurer combien de temps l'inertie de la turbine pouvait fournir de l'énergie même en cas de panne de courant.
Les techniciens et les responsables sur place le considéraient comme une procédure simple à terminer rapidement, et comme des tentatives semblables avaient déjà eu lieu, l'idée dominait que cela ne pouvait pas devenir grave. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer que cet essai puisse mener à l'accident nucléaire le plus grave de l'histoire. Cette nuit avait le visage du travail ordinaire, mais en réalité, c'était une nuit où la porte du désastre s'ouvrait en silence. Pendant l'essai, des problèmes inattendus commençaient à apparaître, mais les responsables choisirent de poursuivre, et les règles de sécurité ainsi que les procédures standards furent ignorées l'une après l'autre. La puissance du réacteur chuta bien en dehors de la plage normale, à un niveau dangereusement bas, les instruments de la salle de commande oscillaient sans stabilité, et les alarmes retentissaient à répétition. Mais l'essai ne s'arrêta pas, et à force d'accumuler la décision encore un peu, les choix qui ajoutaient une crise à la crise se poursuivirent. Le réacteur glissait de plus en plus vers un état hors de contrôle, roulant dans une direction où il ne pouvait plus freiner de lui-même. À 1h23 du matin, le 26 avril 1986, une réaction en chaîne brutale commença à l'intérieur du réacteur, et tandis que la pression et la chaleur montaient de façon incontrôlable, même les dispositifs qui servaient d'ordinaire de mécanismes de sécurité ne purent réagir correctement. Les vannes et les systèmes de contrôle ne fonctionnèrent plus, et même si le bouton d'arrêt d'urgence fut actionné, il était déjà trop tard. Alors, dans un éclair aveuglant, une explosion gigantesque se produisit. Ce n'était pas simplement un accident, mais le moment où le monde rencontra la catastrophe nucléaire comme une réalité. Avec l'explosion, tout le bâtiment du réacteur numéro 4 trembla violemment. Le toit en béton arme de plus de 1000 tonnes fut projeté en l'air, et des explosions successives détruisirent pratiquement le cœur du réacteur, le laissant entièrement exposé. Une immense colonne de feu jaillit, des fragments de graphite radioactif et des particules de combustible nucléaire furent propulsés dans le ciel, tandis qu'une radiation invisible se répandait dans toutes les directions, rendant l'air lui-même dangereux dès cet instant. Le réacteur numéro 4 continua de brûler dans un état hors de contrôle. Ce n'était pas un simple incendie, et dans les flammes brûlaient aussi des signes mortels que les yeux humains ne pouvaient voir. À Pripyat, à seulement 3 km du lieu de l'explosion, des milliers d'enfants dormaient paisiblement, et les familles croyaient que demain encore serait un jour ordinaire. Mais à cet instant même, un nuage radioactif mortel se déplaquait en silence vers la ville, porte par le vent, et une mort invisible, sans bruit et sans odeur, s'approchait comme le vent lui-même. Toute la ville dormait, sans rien savoir. Et ce silence devint bientôt réalité, commençant à se déposer sur la vie des gens sans le moindre avertissement. Juste après l'explosion, des pompiers et des travailleurs de la centrale se précipitèrent sur les lieux pour éteindre l'incendie. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un simple feu industriel et ils ne comprenaient même pas vraiment ce que signifiait le danger de la radiation. Sans équipement de protection, les pompiers ramassaient et jetaient à main nue des morceaux de graphite brûlant, et même s'ils ne restèrent là que quelques minutes, ces minutes devinrent le temps qui décida de leur destin pour la vie. En si peu de temps, des doses mortelles de radiation pénétrèrent dans leur corps. Sans s'en rendre compte, ils avaient déjà franchi une limite irréparable. Un pompier gravement brûlé leva les yeux vers le ciel dans la douleur, et au-dessus du réacteur explose, une lumière violette, étrangement belle, se répandait dans la nuit. Il murmura que c'était beau, mais c'était la radiation de Cherenkov, née lorsqu'une radiation extrêmement intense rencontrait l'air. Une scène où la mort se révélait sous forme de lumière. La plupart de ceux qui virent cette lumière moururent en quelques jours dans des horribles souffrances. La beauté de cet instant était, en vérité, une dernière illusion jetée sur la vie, et la couleur une peur que l'humanité ne connaissait pas. Le matin se leva, mais l'air était déjà chargé de radiation mortelle, et toute la ville, les rues et les toits, les parcs et les aires de jeu étaient recouvertes d'une poussière radioactive invisible. Pourtant, aucune alerte ni aucune consigne d'évacuation ne vint des autorités, et les habitants de Pripyat commencèrent leur journée comme d'habitude, poursuivant leur routine avec une normalité inquiétante. Ils n'avaient aucune idée que la mort flottait dans l'air.
Alors tout le monde continua, marchant dans un air déjà transforme, comme si rien ne s'était passé. Avec le temps, des symptômes étranges apparurent chez les habitants, et des maux de tête, des vomissements, un goût métallique dans la bouche et une fatigue inexplicable touchèrent de plus en plus de personnes. Mais on n'en connaissait pas la cause, les hôpitaux ne donnaient pas de réponse claire, et beaucoup se contentaient de se dire qu'ils n'étaient pas en forme et poursuivaient leur journée. Les enfants jouaient encore près de la grande roue qui devait bientôt ouvrir, et les familles passaient du temps au parc. Cela ressemblait à un dimanche ordinaire, mais c'était leur dernier dimanche. Autour du site de l'explosion, des soldats et des scientifiques tentaient de comprendre la situation, et même ceux qui n'y restèrent que quelques minutes souffrirent de vomissements violents, de brûlures et de lésions cutanées, tandis que les niveaux de radiation dépassaient les limites de mesure. Mais les autorités soviétiques annoncèrent que l'accident était sous contrôle et qu'il n'y avait pas de danger. Les gens avaient besoin de la vérité, pourtant la vérité fut entièrement dissimulée. Pendant ce temps, le réacteur numéro 4 brûlait toujours avec férocité, et la radioactivité continuait d'être libérée. Le désastre grandissait plus vite dans l'absence de vérité, et le silence laissa les gens sans défense. Le nuage radioactif relâché par Tchernobyl se répandit rapidement avec le vent, contaminant d'abord une grande partie de la Biélorussie, puis se propageant vers la Pologne et de nombreuses régions d'Europe de l'Est. Quelques jours plus tard, des retombées radioactives furent détectées en Scandinavie, en Allemagne, en Italie et encore plus loin, plaçant tout le continent européen sous un nuage invisible. Mais au début, la plupart des habitants ne reçurent aucun avertissement. Le silence rendit le désastre plus grand, et le danger franchit les frontières dans un mouvement silencieux. Même après l'explosion, le réacteur numéro 4 continuait de brûler, et pour freiner la diffusion de la radioactivité, les autorités soviétiques engagèrent des hélicoptères dans une opération qui largua à plusieurs reprises du sable, du plomb, de l'acide borique et de l'argile sur le réacteur. Mais l'air au-dessus du réacteur était extrêmement chaud, les courants ascendants étaient instables, et les pilotes devaient voler au-dessus d'un danger invisible au milieu d'une chaleur intense et de la radiation. Pendant l'opération, un hélicoptère heurta en plein vol un câble de grue, perdit l'équilibre et s'écrasa. Les 4 membres des équipages furent tués sur le coup, mais leur sacrifice resta longtemps peu connu. Cette chute venue du ciel fut un autre sacrifice invisible, une tragédie au cœur même de la catastrophe. Ce n'est que après 36 heures que l'ordre d'évacuation parvint aux habitants de Pripyat. Pour éviter la panique, les autorités leur dirent « Vous pourrez revenir dans quelques jours », et ces mots sonnèrent comme un bref réconfort. Ainsi, la plupart montèrent dans les bus avec le strict minimum, laissant les clés sur les portes, et laissant même la nourriture sur les tables et les jouets des enfants. Ils croyaient revenir bientôt, mais cette évacuation devint un adieu définitif. Au final, personne ne put jamais retourner à Pripyat, et les mots 3 jours devint le mensonge le plus cruel qui poussa les gens à partir. Dans l'après-midi du 27 avril, des centaines de bus parcoururent Pripyat pour embarquer les habitants, et les gens partirent en laissant les portes ouvertes, laissant photos et jouets, et même la nourriture sur la table, comme si la vie allait reprendre. En environ 3 heures, les 45 000 habitants quittèrent la ville, et l'image d'une file interminable de bus quittant lentement des rues vides montra l'instant exact où la vie de la ville s'éteignit. Ainsi, Pripyat devint une ville fantôme totalement abandonnée en une seule journée. Une vie qui avait grandi pendant 16 ans comme ville du futur, s'arrêta en quelques heures seulement, ne laissant que ses traces à travers la ville. Pour contenir l'accident et empêcher la diffusion de la radioactivité, des centaines de milliers de soldats, des ouvriers, de pompiers et de mineurs venus de toute l'Union soviétique furent envoyés dans la région de Tchernobyl. On les appela les liquidateurs, c'est-à-dire ceux qui ont pour mission de nettoyer et de contenir le désastre, et ils retirèrent des débris radioactifs, décontaminèrent des zones polluées et construisirent des structures de protection, beaucoup se rendant sur place sans explication suffisante. Les missions les plus dangereuses eurent lieu sur le toit du réacteur, où des ouvriers, portant des gilets de plomb, montaient et, pendant seulement 40 à 90 secondes, devaient pelleter des morceaux de graphite radioactif pour les rejeter dans le réacteur. Des autres mineurs creusèrent des tunnels sous le réacteur sans système de ventilation, luttant pour éviter une seconde explosion, et des innombrables personnes souffrirent toute leur vie ou perdirent la vie à cause de ce travail. Juste après l'explosion, une forêt de pins d'environ 4 km² autour du réacteur fut exposée à une énorme radiation.
Les arbres devinrent rouges, comme brûle de haie l'intérieur, et la zone fut appelée la forêt rouge. Son écosystème s'effondra presque. Les animaux tombèrent malades ou moururent, le sol et l'eau furent gravement contaminés, et les niveaux de radiation y restent très élevés encore aujourd'hui. Les dommages pour les humains se poursuivirent aussi. Des centaines de milliers de personnes souffrirent de cancer de la thyroïde, de leucémie et d'autres maladies. Et des rapports sur des malformations à la naissance et des effets génétiques s'accumulèrent, laissant des blessures qui traversèrent les générations. Tchernobyl ne s'est pas terminé quand le feu s'est éteint. Il a continué à briser les gens et la nature dans un temps invisible qui se prolongeait. Aujourd'hui, Pripyat est une ville fantôme où subsistent des bâtiments effondrent, des manèges rouillent, des écoles et des hôpitaux abandonnent, et les traces dès avril 1986 demeurent dans la poussière et le silence. Pourtant, certaines personnes âgées n'ont pas pu quitter leur terre natale et sont revenues vivre dans la zone d'exclusion malgré les risques, parce que pour elles cet endroit est la maison avant d'être une terre contaminée. La catastrophe de Tchernobyl n'est pas seulement un événement du passé, mais une blessure profonde gravée dans l'histoire humaine, une catastrophe qui continue. Elle demeure dans la mémoire, nous rappelant sans cesse combien nous devons être humbles face à la puissance de la nature, et combien la sécurité et la responsabilité sont vitales.